Alors que Dragon Ball a enfin réussi à s'extirper de l'ombre de son grand frère Dr. Slump, grâce à son arc du 21ème Tenkaichi Budokai, Toriyama arrivera-t-il à transformer l'essai? Est-ce que l'arc du ruban rouge est réellement ce qu'attendaient les lecteurs de Dragon Ball? Pour mieux comprendre la structure de cet arc, il faut avant tout poser le contexte. Qu'est-ce que c'était Dragon Ball avant l'arc du ruban rouge? Eh ben, je l'ai déjà expliqué dans les premières vidéos de la série du Dragon Radar. Et j'en parle pas du tout parce que c'était flop sur flop. Voilà. Trop pas. Mais pour faire un rapide résumé, on a compris que le premier arc c'était une parodie d'épopée, et le deuxième se servait de l'ensemble du manga pour créer une parodie de film d'arts martiaux. Et là, on est dans la suite. C'est logique, tu me diras. Mais Goku, qui avait perdu en finale, se doit maintenant de parcourir le monde pour progresser. Ça suit donc toujours la même trame de film d'arts martiaux. Mais l'idée de cet arc, c'est de se détacher, justement, de cette nature parodique qu'a Dragon Ball pour en faire un réel récit d'action et d'aventure. Car c'est ça qui a permis à Dragon Ball de gagner en popularité. Tu m'étonnes. Ce que les gens veulent voir, c'est des bourre-pifs. Pas voir des gosses jouer au bac à sable. C'est bizarre venant de toi. T'as jamais lu Dragon Ball? Je vois pas comment des gags pour... Oh putain, c'est le meilleur manga de l'univers. Cependant, on rencontre un problème. Goku est beaucoup trop fort. Donc comment peut faire Toriyama pour créer de l'attention? Eh bien, pour régler ce problème, Toriyama va utiliser une méthode à double tranchant. Il va nous faire croire que l'arc du ruban rouge sera aussi parodique, avec une armée ridicule par exemple. Certes, ils sont craints par le monde entier, leur nom fait trembler n'importe qui, mais face à Goku, bah, ils font pas le figure. Goku roule sur absolument tout le monde à la manière de Zizou Prime. Que ce soit Silver, White, Toriyama va judicieusement utiliser tous les éléments de son monde pour briser cette plot armor. Et alors qu'on s'était endormi sur le fait que Goku gagnerait de toute façon, déjà, jusqu'ici, le Kamehameha était une espèce de Deus Ex Machina. Une technique de dernier recours qui utilise beaucoup d'énergie, mais quand on la claque, ça gagne à tous les coups. Mais face à Bouillonne, aucune vanne sur son nom ne sera faite, on se rend compte que ça ne sera pas toujours efficace. On bouillonne donc d'impatience pour savoir comment Goku va gagner. Voilà pourquoi fallait pas que je fasse de vanne, ça allait forcément de la merde. Ensuite, Toriyama va nous apporter des éléments vulnérables, des personnages qui ne sont pas au niveau de Goku, susceptibles de se faire battre. C'est pour ça que le tour en ville de Goku est très important, en plus d'être si funny, you know. Non, y a pas de ref, c'est juste gênant. T'enchaînes les bides, mon gars. C'est vrai que le stagiaire s'est fait enclencher pour moins que ça, quoi. Je vais songer à la retraite. Alors, j'ai accès à votre bilan compta. Allez, je vais reprendre. C'est d'ailleurs à ce moment, quand on revoit les anciens persos, qu'on se rend compte que Toriyama a réussi à créer des icônes. Des personnages légendaires qu'on prend plaisir à revoir. Bulma n'avait pas été au centre de l'histoire depuis 4 tomes. Sur 6, c'est pas rien. Alors qu'elle était le perso principal au tout début. Mais l'absence de tous ces persos est importante pour déjà permettre de faire davantage de rencontres, mais surtout pour créer un manque en nous. On veut les revoir et on sait maintenant ce que ça finit de plus les voir dans l'œuvre. Créant intérieurement le désir de ne plus les revoir nous quitter. Et c'est là que tout prend son sens. Goku ne doit plus se battre parce que c'est marrant de marave des méchants, mais surtout pour défendre ses amis. La première fois où une personne autre que Goku est visée, ça se passe pendant l'assaut du général Blue. Un assaut parfaitement introduit en fin de tome, suggérant le danger, avec sûrement le général le plus fort de l'armée la plus forte du monde. Ils prennent au piège Goku, Krillin et Bulma, mais aussi Kame Sennin et Lunch qui sont seuls à la Kame House. Bon, ils ont sûrement sauvé Lunch d'un acte non consenti de la part du Vieux, mais danger quand même. Ou pas, tout simplement. Le plus grand maître d'arts martiaux du monde a su prouver une fois de plus qu'il n'était pas n'importe qui. Il peut donc retourner à ses activités de gros détracos, mais la tension revient avec la défaite de Krillin. En effet, pour la première fois, Toriyama utilise ce procédé qu'il répétera un bon nombre de fois par la suite. Le fait d'écarter Goku du combat, pour permettre de jauger la puissance et donc le danger de l'ennemi, mais aussi de créer de la tension parce que ses amis sont en danger comme je le disais tout à l'heure. Blue est sur le point de tuer Krillin. Bon, en vrai il mérite vu ses propos particuliers, mais Blue a aussi une technique dangereuse qui pourrait battre Goku. Son ESP, ce qui veut dire son énorme sexe pollu. C'est un élément totalement oublié par Toriyama pour plus tard, mais ça aurait pu être intéressant de garder ces énormes sexes pollus pour avoir des combats davantage réfléchis. D'ailleurs, mettons du respect sur Blue, un antagoniste oublié par tous ces jeunes ignares qui n'ont même pas lu Dragon Ball, et c'est tout simplement le premier à avoir offert un vrai combat à Goku. Un combat d'un tome bien rythmé, très séquencé avec différents décors, mais surtout, il ne se conclut pas par une victoire de Goku. Si Blue s'est envolé vers d'autres cieux, c'est à cause de l'intervention d'Arale, l'héroïne de Dr. Slump, et cette parenthèse dans le Penguin Village est extrêmement intéressante pour marquer la scission dans Dragon Ball, le virage pris par Toriyama. Pour ceux qui connaissent pas Dr. Slump, c'est encore plus débile que le début de Dragon Ball. Rien n'a de sens et en fait, montrer que Goku versus Blue est différent d'Arale versus Blue permet de prouver que Dragon Ball n'a plus la même nature. Le one-shot d'Arale est plus ou moins ce qu'aurait dû faire le Goku des débuts. Il n'aurait eu très peu de mal face à lui et ça se serait terminé de façon gaguesque. Mais ce n'est plus ce qui se passe dans Dragon Ball. Même si les blagues sont toujours bien débiles et que les combats se prennent pas à 100% au sérieux, les enjeux sont tout de même importants. Et c'est cette petite parenthèse au Penguin Village qui marquera la fin des enfantillages dans Dragon Ball. On nous rappelle une dernière fois d'où on vient, pour faire un contraste de salopard par la suite. De plus, le fait que Blue soit le premier à faire galérer Goku est ce qui permet d'introduire de façon monstrueuse Tao Pai Pai, aka le maître
incontesté de l'aura farming. Oubliez tous vos Gojo, vos Jinwoo, cet homme est tout simplement imbattable. Première action, one shot de Blue avec la langue, rien que ça. Et c'est, soit dit en passant, le premier meurtre explicite de Dragon Ball. Ensuite, il compte faire un aller-retour pour aller tuer Goku en 30 minutes, sachant qu'il est à 2300 km de lui. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est 100 000 beuteux d'Adéloran. Et il y va pas en avion, parce que c'est trop lent. Lui, il lance un pilier et blanc. Voilà ce que c'est de l'aura farming. Ah pardon, ouais, aussi, humiliation pour Goku, qui est laissé pour mort, comme le père d'Upa. Voilà. Tao Pai Pai marque une réelle scission dans Dragon Ball, un vrai traumatisme pour le lecteur, mais aussi pour Goku. J'ai esquivé ce sujet pour l'instant, mais cet arc est celui qui va permettre à Goku de faire disparaître l'enfant innocent qu'il était. Comme le petit Grégory. Mais lui, c'est pour devenir le plus grand de tous les héros. On a tout d'abord, au début de l'arc, quelques détails montrant qu'il a évolué depuis qu'il est sorti de sa cambrousse. Rien que dans l'arc de la Muscle Tower, on voit un Goku qui sait enfin des choses. Il sait différencier une femme d'un homme. Bah, habile le gamin. En fait, il est capable d'expliquer maintenant, alors qu'avant, c'était lui qui découvrait tout du monde. On le voit aussi capable de réfléchir à des stratégies, comme Krillin. Mais aussi, cette fois-ci, sa quête de Dragon Ball est bien plus mature et sensée que la première fois. Avant, il cherchait juste à découvrir le monde parce que c'est rigolo, devenir plus fort parce que c'est un zigoto, et voir le dragon parce que je suis un gigolo. Mais maintenant, c'est parce qu'il souhaite retrouver Sushinshu, la Dragon Ball que lui a laissé son grand-père. Un héritage cher à son cœur et Goku n'a pas pu faire le deuil de son grand-père. Retrouver cette Dragon Ball est en fin de compte un moyen de l'avoir toujours auprès de lui, de ne pas avoir à affronter la réalité. Cet arc est donc un moyen de faire évoluer Goku, de le confronter à la mort de son grand-père. Et c'est là qu'on en revient à Tao Pai Pai. Premier choc pour Goku, il a été incapable de défendre le père d'Upa, et s'est fait tuer par sa faute. Et celui qui a sauvé Goku, c'est son grand-père, parce que sans sa boule, il serait mort aussi. C'est la preuve qu'il a encore besoin de son grand-père, car trop faible. Cette scène a provoqué une révélation en Goku, il sait désormais qu'il doit devenir plus fort pour sauver ses amis et la Terre, parce qu'elle est en réel danger. C'est un pattern qu'on retrouvera bien plus tard avec Gohan, mais deuxième du nom cette fois-ci. Je vais spoiler l'arc Cell, donc va à ce timecode si jamais t'es un ignare qui n'a pas lu ou vu Dragon Ball. Pendant le Kamehameha Père-Fils, Gohan se rendra compte qu'il n'est pas assez fort, qu'il n'arrivera pas à battre Cell et que la Terre est condamnée. Mais le fantôme de Goku arrive pour le soutenir et lui faire prendre conscience qu'il ne sera plus jamais là. C'est maintenant à Gohan de reprendre le flambeau. Grâce à ça, Gohan comprend enfin le sens, l'intérêt du combat. Il doit se battre pour protéger la Terre, et c'est là qu'il trouve la force de battre Cell, exactement comme Goku enfant. Une scène du même genre sera aussi présente dans le film des mercenaires de l'espace avec Bojack, mais flemme de détailler, de toute façon, t'as compris le parallèle. La scène de l'échec de Goku est aussi importante car donne un réel sens, un réel intérêt à la quête de Dragon Ball. On veut pouvoir réparer nos erreurs, ressusciter les innocents morts grâce à des antagonistes. Parce que oui, aujourd'hui, on a tellement utilisé Dragon Ball pour ça que ça peut paraître anodin, mais avant, il y avait même pas de mort, donc ça n'était jamais venu à l'idée de ressusciter quelqu'un. Et ainsi, Goku prend maturité. Ça lui semble même plus important de réparer ses erreurs que de ressusciter son grand-père. Preuve de son extrême bonté. C'est là qu'on voit qu'il est devenu un héros. Il prend la totale responsabilité de ses échecs et priorise les besoins des autres avant les siens. Bref, à partir de ce traumatisme, tout va extrêmement vite. Il ne perd plus de temps. Il monte à la tour Karine et on peut noter quelque chose de très intéressant. Ça n'est pas qu'un entraînement qu'il fera devenir assez fort pour battre Tao Pai Pai. C'est en fait un enseignement philosophique. Mais bon, t'inquiète, on va pas parler de Descartes, donc on parle pas de la vidéo. La morale de la tour Karine te fait comprendre que ce n'est pas l'eau miracle qui fait de toi un être surpuissant, mais bien les étapes pour réussir à la boire. Le principal c'est le chemin, pas la destination. Alors, oui, tu me diras, c'est du déjà vu. Mais c'est intéressant de le replacer dans le contexte de l'arc. J'ai déjà beaucoup trop dit, mais je le répète encore, l'intérêt de cet arc pour Goku, c'est de retrouver son grand-père. Mais en fin de compte, cette aventure lui a permis de faire le deuil de son grand-père. Et quand il le voit à la fin de l'arc, ça le fait simplement réaliser qu'il n'a plus besoin de lui. Il a suffisamment grandi pour pouvoir se débrouiller sans Gohan. Il doit lui dire au revoir une dernière fois. Après ça, l'arc se conclut à une vitesse sans nom, avec une branlée sur Tao Pai Pai à la manière d'Enganu, et l'arme du ruban rouge se fait exploser en 2 secondes. Une masterclass de la part de Goku, mais aussi de Toriyama, qui nous offre un découpage magnifique, on sent vraiment la vitesse de progression, les plans et les perspectives sont à couper le souffle en étant légèrement coupés par l'apparition des amis de Goku. Ils nous font sentir le danger, mais Goku prouve qu'il n'y a pas de danger, il est le danger. Mais pourquoi explose-t-il si rapidement le ruban rouge ? Tout simplement parce qu'il a compris les enjeux de ce monde, et qu'il faut supprimer le fléau que sont les armes du ruban rouge. Il est hors de question que quelqu'un d'autre se fasse tuer par sa faute. Mais malgré tout ça, malgré le fait qu'il ait découvert le monde et ait vu tous ses vices, contrairement à toutes les personnes qu'il a rencontrées jusqu'ici, on découvre, face à Akuman, que Goku ne s'est pas laissé corrompre. Il n'a pas une once de vice, preuve de sa force mentale hors norme. Il est la pureté incarnée. Tout ça grâce à l'éducation donnée par son Gohan. Et ouais, on y revient, mais surtout, on arrive à ce dernier combat. La conclusion de cet arc. Son Goku versus Son Gohan. Il y a un point que j'ai pas abordé par rapport à leur relation. C'est le fait que Goku avait une dette envers la Terre. Et là, t'as l'impression d'avoir sauté 10 secondes parce que on dirait que ça n'a aucun rapport. Mais, pour que tu comprennes mon propos, je tiens à te rappeler que c'est Goku qui a tué Gohan. Certes, c'était accidentel, mais n'empêche que Goku a amputé la Terre de son guerrier le plus puissant. Goku a mis en danger les Terriens parce que plus personne n'est capable de les défendre comme Gohan pouvait le faire. Mais grâce à ce combat, on remarque que Goku est enfin devenu plus fort que Gohan. C'était une étape nécessaire
nécessaire pour le deuil de son grand-père. Goku devait s'en vouloir inconsciemment d'avoir tué son grand-père, et en comprenant les enjeux de ce monde, il se serait rendu compte que de par sa faute, la Terre est en danger. Mais il peut désormais passer à autre chose, il a repris le flambeau, exactement comme Gohan pour continuer dans le parallélisme. Gohan est aussi celui qui a causé la mort de son père, mais en le dépassant, il a remboursé sa dette envers la Terre, et se doit de reprendre le flambeau, en devenant le plus grand des héros. Faut quand même dire que derrière ces victoires se cachent tout de même des tragédies. Ils prennent d'un coup d'énormes responsabilités et doivent prendre en maturité, à la fois accepter le deuil et porter sur ses épaules le destin de la Terre. Une fois le combat passé, Goku comprend qu'il doit vivre sans son grand-père, mais c'est pas grave. Toute l'étape de deuil s'est passée durant cet arc. Ah, on a affaire à la toute première erreur de la part de Toriyama, dans le propos et dans l'évolution de Goku. Parce qu'il faut le dire quand il y a du négatif, Goku ne devait pas récupérer ses Dragon Ball après que Shenron soit apparu. Cependant, je comprends tout de même pourquoi Toriyama a fait ça. Récupérer une Dragon Ball permettait de mettre en pause l'histoire pendant 3 ans. Plus personne ne pouvait exaucer de vœux si Goku a une des boules. Ça pourrait éviter à un certain Piccolo Daimao de récupérer toute sa force d'antan et de régner sur le monde.